Imaginons-nous en 1900. L'exposition universelle vient de s'achever. Entre avril et novembre, cet événement a traîné 50 millions de visiteurs dans Paris, voyageant par omnibus, fiacre, tramway et toute autre sorte de véhicules attelés. On est à l'apogée de l'attraction hippomobile, sommet de l'industrialisation du cheval. Les grandes compagnies de transport poussent leurs effectifs au maximum. Pourtant, dès la fin de l'année, elles accélèrent la conversion de leur mode de traction et commencent à liquider leur cavalerie. Alors que s'est-il donc passé pour que le cheval, principal acteur de l'attraction utilitaire, indispensable pour se déplacer, capital rémunérateur et moyen de production par excellence, soit rayé aussi vite du transport public, éliminé comme un outil dépassé et économiquement défavorable? Alors le cheval de service, car c'est de lui que l'on parle, je ne parlerai pas du cheval de luxe, a, entre le Second Empire et 1900, trouvé une place de choix dans l'économie parisienne, grâce au développement massif des transports publics. Son poids économique se révèle également dans des lieux de commerce et d'approvisionnement qui dépendent de lui. Il se révèle également dans une forme d'échange bien spécifique que Paris entretient avec sa banlieue. Nous le verrons. Des industries en plein essor, charronnage, sellerie, bourrellerie, maréchalerie, commerce et location de chevaux vivent grâce au cheval. Mais le ratio entre le profit issu de l'usage exclusif du cheval en tant que mode de locomotion et son coût de revient ne tient pas la route avec l'arrivée de l'automobile à pétrole. Son coût excessif et au final sa rentabilité incertaine signent l'heure de son déclin quand arrive la Première Guerre mondiale. Alors, vu le temps imparti, je n'aborderai pas l'évolution économique des industries du cheval que je viens de citer. Contrairement au cheval de service, qui subit de plein fouet la crise de remplacement par l'automobile, ces professions qui représentent entre 8 000 et 15 000 personnes connaissent la prospérité, avec un chiffre d'affaires en hausse et des rémunérations également en hausse. Elles jouissent d'une réputation d'excellence en Europe et leur activité n'est pas mise en péril à la veille de la guerre de 1914. Pour entrer dans le vif du sujet, voyons comment se présente la population équine de Paris. D'emblée, il apparaît que Paris est une ville fortement marquée par la présence des chevaux. Alors, il y a exactement 78 908 chevaux et juments, 6 mules et mulets, recensés en 1880. Alors, d'où proviennent ces chiffres? Ils sont fournis par les recensements annuels prescrits par la loi sur les réquisitions militaires du 3 juillet 1877 et son décret d'application du 2 août. Alors, si on ajoute à ce nombre les chevaux non recensés, c'est-à-dire les chevaux de moins de 5 ans, les chevaux malades, ceux qui n'ont pas la taille requise pour l'armée, ceux qui arrivent de la banlieue pour arriver aux halles ou sur les marchés, ou simplement ceux qui sont en transit dans Paris, on arrive effectivement à une population de 80 000 chevaux dans Paris. Cette population, comme vous le voyez sur le schéma, se répartit inégalement sur le sol parisien. Elle est plus dense à la périphérie, où elle dépasse les 7%. Dans le 18e, on a 8,2% de la population totale. Dans le 15e, le 19e, le 17e, et bien loin derrière, le 12e et le 13e. Ce sont des arrondissements à prédominance industrielle, artisanale et commerciale également, où abondent les entrepôts, les ateliers, les cours avec écurie et les remises à voiture. Vers le centre, à l'inverse, le nombre des chevaux est bien inférieur. À peine 1% dans les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements. Alors, si vous voyez le premier surligné en violet, c'est une exception, parce que c'est à cet endroit-là que sont recensés les 24 582 chevaux des compagnies de la Générale des Omnibus et la Compagnie Générale des Voitures. Voilà. Cette utilisation industrielle du cheval en périphérie se confirme avec le nombre de voitures à traction animale, qu'on voit plus nombreuses dans les 19e, 18e, 14e, 13e, 12e et 11e arrondissements. J'ai l'impression que j'ai plus de micro. Si, c'est bon. Le cheval de service, auxiliaire de l'homme, est l'outil de travail principal de nombreuses professions. Si on regarde la sociologie des détenteurs de voitures à cheval, on s'aperçoit qu'il s'agit avant tout de professionnels de l'approvisionnement et de la livraison. Ce sont des commerçants, des grainetiers, des marchands de vin en gros, des entrepreneurs de déménagement, des bouchers, des brasseurs, des laitiers, des blanchisseurs, etc.
sont des professions qui livrent des marchandises ou qui se ravitaillent avec la voiture à cheval. Chaque commerçant, ou à peu près, possède un cheval pour son usage commercial d'abord, mais aussi pour son usage privé. La plupart d'entre eux affichent un, voire plusieurs chevaux. Un cheval de trait lourd pour le gros trait et un cheval de trait léger qui tire la charrette de livraison les jours de travail et la carriole du propriétaire les jours fériés. Après les commerçants, l'autre catégorie d'utilisateurs est celle des cultivateurs. Ils viennent chaque jour à Paris depuis la banlieue pour acheminer leurs marchandises sur les marchés ou aux halles. On les reconnaît au fait qu'ils n'ont souvent qu'un seul cheval, alors que les commerçants en ont souvent deux. Ces professionnels utilisent un type de cheval peu exigeant et peu coûteux, un bien indispensable pour travailler. Sans lui, ils seraient dans l'incapacité de vivre du produit de leur travail. Être privé de cheval serait un drame, surtout quand on n'en a qu'un seul. L'exemple en est donné pendant la guerre de 1870-1871 et le siège de Paris. Peu de propriétaires ont accepté de s'en séparer, alors que l'ordre leur était donné d'obéir à la réquisition pour l'abattage. On le voit sur l'affiche du musée Carnavalet. Pourtant, l'État offrait de leur racheter un bon prix, 1,25 franc à 1,75 franc le kilo, voire 2 francs s'ils devançaient l'ordre de réquisition. Sauf que sans cheval, impossible de livrer. Même les pompes funèbres, qui pensaient échapper aux réquisitions, durent livrer à la boucherie 200 de leurs plus élégants chevaux de cérémonie et faire 70 000 inhumations et convois funèbres avec des voitures à bras. Alors puis, il y a les entreprises de transport de personnes. Alors les cavaleries sont leur outil de travail fondamental. Plus encore, la cavalerie est le fondement même de leur prospérité. C'est donc un capital à prendre très au sérieux. Avec l'augmentation des lignes et la capacité de roulage, les compagnies doivent adapter leurs effectifs au prorata de la mise en service d'omnibus de plus en plus grands et de plus en plus lourds. Le rapport qu'elles entretiennent avec leur cheval en tant qu'outil de travail est un rapport de rentabilité poussé au maximum. Le cheval appartient à un effectif très imposant. En 1900, la Compagnie générale des omnibus possède 17 323 chevaux et la Compagnie générale des voitures 11 618. Contrairement au cheval du commerçant ou du cultivateur, ce cheval de traction utilitaire n'est ni unique ni irremplaçable. En tant qu'objet de consommation industrielle, ce cheval est désigné par un numéro au sein d'un effectif, d'une écurie. Il est rangé dans une catégorie de travail spéciale. Si le cheval du commerçant ou du cultivateur que j'ai évoqué plus haut est rentabilisé jusqu'au bout par son propriétaire, le cheval de fiacre ou d'omnibus, en revanche, est sorti de l'effectif avant même qu'il ne mette en péril l'entreprise et qu'il la mette en difficulté, soit parce qu'il est usé, âgé, malade, blessé ou tout simplement capricieux. Un cheval sur les rangs devient inapte après 50 services. La compagnie l'affecte au renfort d'attelage jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un triste esclavage qui envoie chaque année 500 à 600 chevaux d'omnibus à la Réforme, puis à la boucherie, où ils sont revendus pour 115 francs s'ils sont en bon état. Les plus chanceux d'entre eux sont revendus à des commerçants ou à des cultivateurs pour des petits travaux. Mais qu'ils soient employés par le transport privé ou dans une grande entreprise, ces chevaux contribuent au dynamisme de lieux qu'ils font vivre, des lieux qui animent des quartiers dans lesquels ils sont situés. Parmi eux, on a le marché au fourrage et aux céréales de la barrière d'Enfer, dans le 14e arrondissement. C'est là qu'arrivent les fourrages et les céréales de tout Paris. Les cultivateurs y apportent leurs marchandises et entreposent les invendus dans l'un des 36 greniers qu'ils louent au mois ou à la quinzaine. Question recette, ce marché n'était pas d'un gros rapport pour la ville de Paris, malgré une bonne fréquentation. 200 cultivateurs s'y rendent chaque jour depuis la rive gauche de la Seine. 300 grainetiers, vendeurs et loueurs de chevaux et de voitures, entrepreneurs de transport viennent s'y ravitailler chaque jour. Mais c'est un marché en perte de vitesse et avec l'autorisation d'entreposer à domicile depuis 1873, les industriels banlieusards préfèrent Montrouge, qui est en dehors de Paris. La ville votera le départ de ce marché pour le réinstaller dans le marché aux chevaux du 13e arrondissement.
Le deuxième pôle lié au cheval de service est le marché du boulevard de l'Hôpital, situé dans le 13e arrondissement. Bien installé dans son quartier depuis 1640, il reçoit la grande majorité des transactions du cheval bon à tout faire. Autour de lui gravitent des petits commerces très actifs. Celliers-bourreliers, maréchaux ferrants, fabricants de voitures et de harnais, charrons, marchands de chevaux et de voitures, qui, loin de craindre la concurrence du marché, profitent au contraire de son affluence. Les aubergistes, quant à eux, reçoivent la clientèle de marchands et d'acheteurs qui viennent conclure leurs affaires chez eux. Par les allées et venues qu'ils génèrent et l'animation qu'ils suscitent dans le quartier, cet endroit est un facteur de prospérité commerciale sans précédent. Les habitants apprécient ce marché, un marché qu'ils reconnaissent comme étant le leur. En 1866, il est déplacé, il était question que ce soit provisoire, vers le 14e arrondissement à cause des travaux de percement du boulevard Saint-Marcel. Les habitants du 5e et du 13e, les commerçants et les marchands de chevaux en tête, tous ont réclamé d'une unanime voix son retour dans le 13e. Un retour qu'ils obtiendront triomphalement en 1878. Alors chaque année, 50 000 à 60 000 chevaux transitent par ce marché. C'est dire qu'il semble satisfaire la demande en cheval de service des Parisiens et des industries du cheval. Et bien pourtant, en 1874, la ville de Paris a voté le projet de M. de Montéage, propriétaire des anciennes carrières d'Amérique, dans le 19e arrondissement pour la création d'un nouveau marché aux chevaux et fourrages. La ville y voit l'avantage de valoriser des terrains improductifs et d'attirer dans ce quartier les industries du cheval et la clientèle du cheval pour redonner de la vie au quartier. 2 grands marchés sont prévus de 24 000 mètres carrés chacun, un pour les chevaux et un pour les fourrages, avec la création d'une place et de 5 nouvelles rues. Mais le marché du 19e, qui a le malheur d'ouvrir en même temps que le marché aux chevaux du 13e, qui était en train de se réinstaller à son endroit initial, n'arrive pas à se faire une clientèle, ni à attirer celle des habitués du marché du 13e. Avec trop de concurrence directe, il ferme ses portes à peine 2 ans après avoir ouvert ses portes, 2 ans après. Alors le cheval, est-il toujours un atout économique ? Oui, il l'est une de fois de plus, et on le verra aussi pour la banlieue. Il l'est parce qu'il apporte de précieux à la culture, son fumier. Le fumier du cheval est un produit recherché pour l'engraissement des cultures forcées, le maraîchage et les champignonnières. À l'époque, les engrais artificiels n'existent pas, sauf à titre expérimental. Les grandes compagnies de transport se débarrassent donc facilement de leur fumier en le vendant. Il part dans un rayon autour de 50 km autour de Paris, évacué par chemin de fer via les gares de La Chapelle et de Bercy-Conflans. Les cultivateurs aussi ont le droit de ramasser le crottin dans les rues. Donc le matin, on les voit arriver avec leurs charrettes remplies de légumes et puis le soir, ils repartent avec leurs charrettes remplies de fumier. En 1956, Michel Fliponneau, dans son étude de géographie humaine, La vie rurale de la banlieue parisienne, écrit à propos du fumier. Le fumier provenant des animaux entretenus à Paris a joué un rôle capital dans les systèmes de production agricole de la banlieue. C'est sans nul doute, effectivement, un échange de bons procédés entre la ville et la banlieue rurale qui profite à tous. D'ailleurs, le lien entre les chevaux de Paris et la culture maraîchère ou champignonnière de la banlieue est si étroit que la baisse du nombre de chevaux dans Paris en 1912 entraînera un début de pénurie de fumier. Le cheval occupe donc une place de choix au cœur de l'économie urbaine. Force motrice, il joue son plein rôle dans le développement des transports publics. Grâce à son commerce, il soutient et encourage une foule de métiers grâce à lui. Mais est-il toujours rentable alors que la menace de la traction mécanique se fait de plus en plus pressante ? Voyons son coût. Un cheval commun s'achète entre 100 et 400 francs. Parfois moins si c'est un cheval usé qui peut rendre encore des services. Son entretien, nourriture, litière, ferrure, frais vétérinaires revient à 2 francs par jour.
Il est modestement logé dans une petite écurie en fond de cour. Avec toutes ses qualités, ce cheval actif et peu exigeant satisfait son propriétaire jusqu'à la fin de sa vie. Qui plus est, il peut encore lui rapporter 10 à 15 francs s'il part à l'équarrissage. En revanche, on peut dire autrement du cheval d'une grande compagnie de transport. Un cheval des pompes funèbres s'achète 1200 francs. C'est cher, mais c'est un modèle particulier, choisi pour son élégance et sa douceur d'allure. Même son entretien est plus coûteux, environ 4 francs par jour. Quant au cheval d'omnibus ou de fiacre, il coûte entre 900 et 1200 francs. C'est 10 fois plus cher qu'un cheval de cultivateur ou de commerçant. Alors avec ces coûts, on comprend que la cavalerie pèse très lourd dans la dépense. Plus de la moitié des dépenses générales d'exploitation de la compagnie. Et avec en premier poste la nourriture de la cavalerie. En effet, les compagnies subissent de plein fouet les variations saisonnières des cours des fourrages, le foin, la paille, les céréales, et surtout de l'avoine. À ce vient se rajouter la taxe d'octroi pour l'entrée dans Paris. La moindre variation, ne serait-ce que de quelques centimes sur le prix de la ration, à cause d'une mauvaise récolte ou d'un enchérissement des céréales ou des fourrages, peut se traduire en milliers de francs dans les dépenses d'exploitation. Par exemple, une augmentation d'1,25 franc du quintal d'avoine élève le coût de la ration de 10 centimes. Alors, le tout répercuté sur une cavalerie de 10 000 chevaux, on comprend tout l'enjeu économique qui se trouve là. Alors, diminuer le coût de revient de la ration devient pour les compagnies un objectif impérieux, principal et permanent. Tout est expérimenté de leur part. Approvisionnement massif en période des baisses des cours, ensilage de grains, pressage des fourrages pour diminuer le coût des transports. Même la taille des chevaux s'en trouve réduite. La CGV va acheter, la Compagnie Générale des Voitures, va acheter en Allemagne et en Hongrie des chevaux de fiacre plus petits, plus légers et moins gourmands. L'aliment le plus cher de la ration étant sans aucun doute l'avoine. Un cheval d'omnibus qui parcourt chaque jour 17 à 18 km pendant 3 à 4 heures, à une vitesse moyenne de 8 à 12 km/h, doit recevoir une ration équilibrée, en rapport avec l'effort qu'il doit fournir. Il n'est pas question évidemment de sous-alimenter la cavalerie, ça serait une perte pour la compagnie. Le cheval doit donc recevoir ses 18 à 21 kg de foin, de paille et d'avoine quotidien. Alors comment faire pour ne plus être tributaire de ces 8 kg d'avoine qui sont si pourtant indispensables à l'énergie des chevaux? Alors en 1872, la Compagnie Générale des Voitures se lance dans une politique d'économie en matière d'alimentation qui deviendra sa nouvelle ligne de conduite. Ça s'appelle l'alimentation rationnelle. C'est loin d'être une révolution, puisqu'elle est déjà en œuvre dans les cavaleries des compagnies de transport à Londres, Berlin, Turin et Milan. Celle-ci s'appuie sur une combinaison de composants d'aliments à remplacer dans la ration de base. Une bonne ration, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est une ration riche en 3 éléments. En protéines, pour favoriser la contraction musculaire, en azote, pour réparer les déperditions de chaleur dues aux fonctions respiratoires, en cellulose, pour faciliter la digestion. La bonne combinaison doit fournir l'équilibre en protéines, azote et cellulose avec des remplaçants de l'avoine. Vu qu'il est impossible de remplacer poids pour poids, 1 kg d'avoine par 1 kg de féverole, puisque la féverole est 2 fois plus riche en protéines que l'avoine. Qu'il est impossible de remplacer 1 kg d'avoine chère par 1 kg d'avoine moins chère, puisque le taux d'azote n'est pas le même selon la qualité de l'avoine, seule une analyse chimique des grains permet de remplacer, selon les cas, 1 kg d'avoine par 1 kg de maïs, ou bien par 1,25 kg de maïs, ou bien par 950 g de maïs, selon sa valeur nutritive. Forte de ces conclusions, la compagnie introduit en 1872 la féverole et diminue la part d'avoine. Elle réalise 15 000 francs d'économie. C'est alors qu'elle doit batailler avec ses propres employés et la SPA, et les vétérinaires également, qui l'accusent d'affamer les chevaux. Le directeur de la Compagnie Générale des Voitures s'en défend. Je cite : « Il y a une grosse question d'intérêt pour nous à aménager un capital qui représente une valeur de 5 à 6 millions. On peut donc être assuré que personne ne se préoccupe plus que nous des questions où la conservation du cheval est engagée. » Pendant 5 ans, la compagnie essaie de nouveaux aliments. Successivement, maïs,
sarrasin, tourteau de maïs, paille hachée, ce qui lui permet d'ailleurs de remplacer pour cette dernière la litière des chevaux par de la sciure de bois. La proportion d'avoine tombe de 8 kg à 2 kg. Celle de la féverolle passe de 15 g à 2 kg et celle du maïs de 500 g à 4 kg. Pour ne rien laisser au hasard, en 1879, elle investit dans une manutention sophistiquée qui prépare mécaniquement les rations pour les acheminer dans les dépôts toutes prêtes à distribuer. Son prix de ration est ramené de 2,50 francs à 1,17 franc, soit plus de 50% d'économie. La compagnie peut se féliciter de reverser des dividendes plus élevés à ses actionnaires. On le voit, il y va de la survie des compagnies de négliger aucun détail quant à la manière de faire des économies sur son outil de travail. Toutefois, malgré ces résultats encourageants, en 1900, on arrive à un point de non-retour. L'automobile à pétrole s'impose en surpassant tous les autres modes de traction mécanique. À air comprimé, à vapeur, électricité qui avait été préalablement essayée. Elle est encore un objet de luxe, mais son prix s'abaisse et sa démocratisation est portée par le soutien d'une publicité massive. Les compagnies qui jusque-là ont accru leurs effectifs de cavalerie préparent le futur des transports. La Compagnie Générale des Omnibus emboîte le pas de la révolution automobile et met en service son premier autobus sur la ligne Montparnasse-Saint-Germain-des-Prés en juillet 1905. Alors, il roule à 14 km/h, c'est guère plus vite qu'un cheval. Les directeurs des compagnies, Bixiou en tête, Maurice Bixiou, c'est le directeur de la Compagnie Générale des Voitures, jouent à fond la carte de l'automobile et brûlent de se débarrasser du cheval. Au contraire des services publics, en revanche, le transport individuel et privé ne peut pas renoncer aussi vite au cheval et à la charrette. Quelques entreprises de camionnage tentent pourtant l'aventure. En 1912, un épicier en gros troque 6 camions, 2 voitures pour le transport des personnes, 14 chevaux de camion et 2 chevaux pour les voitures de voyageurs, alors contre, 3 camions de 4 chevaux, 2 camions automobiles Saureur, 3 voiturettes Dion-Bouton pour les voyageurs. Grâce à la rapidité du transport, il augmente son chiffre d'affaires. Et paradoxe, il s'offre même le luxe de s'acheter une nouvelle voiture à cheval. En fait, la supériorité économique de l'automobile avant 1914 est sans doute légèrement faussée. C'est en tout cas l'avis de l'ingénieur Petit, Henri Petit, selon lequel on avait tout intérêt à démontrer que l'automobile était moins chère que le cheval. Les journaux de l'époque publient des budgets comparatifs de la locomotion mécanique et de la locomotion hippique qui sont de parti pris, négligeant quelques-unes des dépenses de l'automobile, prix d'achat et d'amortissement, réparation, coût des dépannages, etc. Et ne retiennent que le prix de l'essence, qui était très faible à l'époque, 55 centimes le litre, parfois le prix de l'huile et le prix du garage. Alors, dans ces conditions, le cheval était vaincu d'avance. On comprend alors que la majorité des petits commerçants et artisans, dont on a vu tout l'attachement qu'ils portaient à leur cheval et à leur carriole, préfèrent conserver un mode de déplacement qui leur suffit amplement. Ces catégories professionnelles conserveront la traction hippomobile jusqu'au bout, bien au-delà de la guerre de 1914-1918, jusqu'en 1930, avec un retour en force pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1905 et 1913, en empiétant sur le domaine réservé du cheval de service, l'automobile provoque l'effondrement de toute une économie fondée sur l'usage exclusif de la traction hippomobile. Le naufrage de la traction utilitaire entraîne la disparition des chevaux dans Paris. En 1912, la capitale ne compte plus que 55 418 chevaux, soit 30% de moins qu'en 1880. Les entrées de fourrage confirment la baisse. 5 millions d'entrées au lieu de 20 millions en 1896. Alors évidemment, l'avenir d'un haut lieu dédié au commerce du cheval de service est lui aussi impacté par ces événements. En 1907, le marché aux chevaux doit quitter le 13e arrondissement et doit déménager vers l'abattoir hippophagique de Croix-Brancion, nouvellement créé dans le 15e arrondissement. Alors c'est logique, puisqu'il fournit du cheval plus à la boucherie qu'aux particuliers. D'ailleurs,
ceux qui étaient ses laudateurs d'autrefois, les habitants du quartier Saint-Marcel, saluent son départ, heureux de voir se construire à sa place des immeubles cossus. À la veille de la Grande Guerre, que voit-on donc circuler dans Paris? Eh bien, des automobiles, de plus en plus, des voitures à cheval, de moins en moins, et plus aucun omnibus ou tramway à cheval à partir de 1913. Les seules voitures à traction utilitaire que l'on voit dans les rues sont celles des cultivateurs et des livreurs de la banlieue qui s'en servent par manque de moyens. C'est ainsi qu'on mesure le fossé qui sépare un Paris populaire et industrialisé, encore utilisateur de la traction hippomobile, et un Paris socialement plus aisé, adepte définitif de l'automobile. À Paris, c'est évident, l'avenir du cheval de service est bel et bien compromis. Alors aujourd'hui, la traction animale utilitaire essaie de se recréer une place en milieu urbain. Plus de 200 communes en font l'expérience pour le transport scolaire, le transport touristique, les collectes écologiques. Mais il y a un progrès dans la façon de le faire qui tient compte de la sensibilité qui nous anime aujourd'hui dans nos rapports avec l'animal. Je vous remercie de votre attention.